trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire mon bilan lecture de février/mars. Pourquoi je regroupe les deux mois en une seule vidéo? Parce que tout simplement au mois de février j'ai commencé plein de livres mais je n'en ai terminé aucun. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Je me suis quand même pas mal rattrapée au mois de mars puisque j'ai quand même 4 livres à vous présenter. Le premier livre dont je vous parle, je ne l'ai pas en ma possession parce que c'était un prêt et que j'ai rendu à la personne, mais je vous mets la couverture juste ici. Donc il s'agit de L'Oiseau de mauvais augure de Camilla Lackberg aux éditions Babel Noir. Il s'agit donc du 4e tome de la fameuse saga de Erika Falk et Patrick Edstrom. Ce 4e tome, j'ai beaucoup aimé. On va suivre toujours nos personnages récurrents, Patrick et Erika, bien que Patrick soit quand même vachement plus présent dans les 3 derniers tomes, puisque Erika est un peu reléguée au rang de femme au foyer puisqu'elle vient d'être maman et que là elle prépare son mariage. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu décevant en fait que depuis 3 tomes elle soit un petit peu en arrière-plan. On va suivre Patrick qui est donc toujours policier dans son commissariat avec toute son équipe. Ils vont tous être confrontés à 2 meurtres. Le premier, celui d'une mère de famille bien sous tout rapport qui est retrouvée le lendemain matin complètement encastrée dans sa voiture. Son cadavre empeste l'alcool, donc tout le monde pense de prime abord qu'il s'agit d'un accident de la route. Mais en fait non, puisque tout son entourage affirme qu'elle ne buvait jamais, mais au grand jamais, une goutte d'alcool. Et après autopsie, on va très vite découvrir qu'elle a effectivement des bleus autour de la bouche et des poignets, donc visiblement quelqu'un a maquillé le meurtre en suicide, enfin un accident de la route en tout cas. Et en parallèle de ça, il va y avoir une émission de télé-réalité très populaire en Suède qui va débarquer dans la petite commune. Il y a 6 participants, 3 filles, 3 garçons qui sont quand même des stéréotypes de candidats de télé-réalité, hein, on va pas se mentir. Ils sont pas du tout enfermés comme dans un loft ou quoi, non, ils vivent dans la ville au milieu des habitants, ils font des soirées. Et justement au cours d'une de ces soirées, il va y avoir une terrible altercation entre les candidats. Et le lendemain matin, on va découvrir Barbie, donc la blonde siliconée, morte dans une poubelle. Donc évidemment, la police, Patrick et son équipe vont avoir quand même une super pression médiatique autour de la mort de Barbie. Donc ils vont vraiment essayer de se focaliser évidemment sur la résolution du meurtre de Barbie, mais il ne faut pas qu'ils nous oublient pour autant le meurtre de Marit, la femme accidentée de la route. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, d'autant plus qu'il y a une nouvelle recrue qui débarque au commissariat, donc Anna, et qui voilà, est de suite mise dans le bain. Ça pour le coup, on peut pas le nier. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce tome-ci, c'est vrai que j'avais pas vu venir la fin, le dénouement, le coupable, du pourquoi, du comment, contrairement au tome 3 où j'avais vraiment tout deviné depuis Belle Lurette. Du coup c'est vrai que ça m'avait gâché la surprise, et ce qu'on aime en général dans les polars c'est justement être surprise par la fin. Donc voilà, pour le coup là j'étais pas mal étonnée par le dénouement, donc ça c'était plutôt cool. Après j'aime beaucoup aussi les personnages récurrents, donc Patrick et Erika, mais aussi leurs amis, la famille, les collègues, et tout ce petit groupuscule en fait on s'y attache petit à petit. On les voit évoluer et c'est super plaisant. Par contre là où j'ai un petit peu tiqué, c'est justement par rapport à Erika qui est vraiment mise en second plan et que je trouve vraiment dommage, mais j'espère qu'elle va un petit peu se bouger les fesses dans les prochains tomes. Et la deuxième chose qui m'a un petit peu chagrinée dans ce tome-ci, c'est que le tome 3 justement se terminait sur un énorme cliffhanger. Il y avait une révélation de malade à la fin, et je m'attendais à ce que le tome 4 démarre sur ce fameux événement what the fuck, et pas du tout. En fait il y a une ellipse de plusieurs mois entre les 2 tomes et c'est vaguement évoqué mais de manière très très pudique et lointaine. Et j'ai trouvé ça dommage parce que moi j'aurais tellement aimé en savoir plus. Donc je vous dis pas de quoi il s'agit, hein. Évidemment il faut lire les fameux tomes. Dans l'ordre c'est mieux, même si chaque enquête peut se lire indépendamment les uns des autres. Mais c'est vrai que le fil rouge entre les personnages récurrents, c'est quand même mieux de les voir évoluer en lisant les tomes dans l'ordre. Mais je pense que ce fameux événement cliffhanger du tome 3 va probablement être abordé dans un futur tome, enfin j'espère, parce que moi j'étais un petit peu frustrée de pas savoir. Voilà, c'était... Après, sinon voilà, Camilla Lackberg ça reste une valeur sûre, c'est jamais des coups de cœur de malade, ça te fait pas vivre des émotions de fou, mais t'es sûr de passer un bon moment avec ce genre de lecture, donc voilà, moi je continuerai la saga avec grand plaisir. Ensuite j'ai lu le tant attendu Une sirène à Paris de Mathias Malzieu aux éditions Albin Michel.
Vous le savez peut-être ou pas du tout si vous venez de rejoindre la chaîne, mais je suis une grande fan de Mathias Malzieu. Je le connaissais tout d'abord en tant que chanteur du groupe Dionysos que j'avais découvert quand j'étais adolescente. Et ensuite j'ai lu ses livres, j'ai commencé par La Mécanique du cœur qui avait été un immense coup de cœur et d'ailleurs je crois que ça reste mon préféré de l'auteur à ce jour. Donc je vous recommande à 2000% La Mécanique du cœur. Après j'avais lu ses autres livres, il y en avait que j'avais aimé, d'autres moins. Mais ce que j'aime et de manière récurrente chez Mathias Malzieu, c'est vraiment son style d'écriture qui est tellement unique en fait et qu'on retrouve encore une fois dans Une sirène à Paris. Donc pour le pitch, on va suivre Gaspard Snow qui est un quadragénaire un peu adolescent, un peu farfelu, loufoque, qui est gérant d'une péniche avec son père, une péniche à Paris qui s'appelle le Flower Burger et qui est en fait une salle de spectacle, restaurant un petit peu où ils font des burgers en forme de fleurs. Moi cette péniche, dans ma tête je la représentais comme le Cri de la Mouette à Toulouse, qui est une péniche qui est en fait la seule péniche dans laquelle j'ai mis les pieds de toute ma vie, donc voilà, c'est pour ça que du coup j'ai fait une transposition on va dire. J'avais vraiment l'impression de m'imaginer donc au Cri de la Mouette qui est une péniche à Toulouse qui fait bar, salle de concert et où je passais toutes mes soirées quand j'étais ado pour aller voir des concerts de rock. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce lieu et donc on va suivre Gaspard qui du coup se trouve à Paris où on est en 2016, il y a une énorme crue à Paris, il y a énormément de pluie diluvienne, la Seine sort de son lit, c'est complètement inondé. Et un soir, il va voir sur les quais de la Seine une sirène qui est échouée là et qui est blessée visiblement, elle est inconsciente, elle est blessée à la nageoire. Et Gaspard va décider de l'amener chez lui dans sa baignoire pour essayer de la soigner. Sauf que quand elle se réveille, la sirène est complètement paniquée puisque elle a très peur des hommes et elle a une capacité, c'est que lorsqu'elle chante, son chant est mortel, en fait ça rend les hommes amoureux d'elle jusqu'à ce qu'ils en perdent la raison et qu'ils deviennent complètement fous et qu'ils meurent. Elle va essayer de chanter pour justement utiliser ses pouvoirs sur Gaspard, sauf que Gaspard a complètement le cœur brisé depuis sa précédente rupture qui l'a complètement anéanti et du coup ce cœur brisé fait qu'il est complètement immunisé face au chant de la sirène. Donc voilà, il va essayer de l'apprivoiser, de lui montrer que tous les hommes ne sont pas des salauds qui lui veulent du mal. Évidemment il va y avoir une histoire d'amour comme on peut le deviner sur la couverture. C'est une très belle histoire, c'est vraiment un conte moderne très voilà, fantasmagorique, qui fait vraiment appel à l'imagination et un petit peu à l'enfance. Mathias Malzieu invente aussi des mots un petit peu loufoques. Voilà, il a vraiment une plume très très particulière, soit on aime, soit on déteste. Moi c'est vrai que j'adore Mathias Malzieu, mais je peux comprendre que certaines personnes ne soient complètement hermétiques au style, parce que c'est vraiment très très particulier. Mais moi je trouve ça tellement poétique, il y a vraiment une petite touche de Boris Vian aussi dedans, un mélange entre Tim Burton et Boris Vian un petit peu pour vous situer. J'ai passé un excellent moment de lecture et évidemment voilà, je suis une fan inconditionnelle de Mathias Malzieu, donc je continuerai à lire les livres de Mathias Malzieu. Sachez qu'il va y avoir un album du groupe Dionysos qui va être un petit peu la BO du livre qui va sortir prochainement, et il va y avoir aussi un film adapté de ce livre. Alors il n'y a pas de date de sortie encore, mais je vous mettrai en barre d'infos le lien à Allociné ou la bande annonce si j'arrive à trouver. Mais voilà, en tout cas super lecture, je vous recommande. Et c'est là que le bas blesse, puisque là je vais vous parler d'une lecture que j'ai pas du tout, mais pas du tout aimée. Donc il s'agit de Le Signal de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Maxime Chatham, je l'ai lu une seule fois, c'était en jeunesse, donc dans le cadre de sa saga Autre Monde, qui est une saga un peu fantastique, young adulte, que j'avais beaucoup aimé. J'avais lu que le premier tome, mais j'avais adoré. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je continue à lire la suite, ça serait pas mal. Et je l'avais jamais lu en adulte, puisque là on est sur un thriller horreur. C'est vrai qu'il est quand même assez réputé, Maxime Chatham, pour ses thrillers adultes, mais voilà, j'en avais jamais lu. Et lorsque j'ai reçu ce livre, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Et j'avais très très hâte, d'autant plus que voilà, on est sur un synopsis qui avait vraiment tout pour me plaire. Moi je suis assez bon public de tout ce qui est un peu thriller, horreur, genre Stephen King, Maison hantée et compagnie. Donc on va suivre la famille Spencer
qui sont des citadins new-yorkais qui décident de tout plaquer pour aller se mettre au vert dans la petite ville de Mahingan Falls, qui est une ville dans une vallée un peu tranquille, petite ville où tout le monde se connaît, et eux ils rachètent un vieux corps de ferme qui est rénové, qui se situe en lisière de forêt, donc vraiment ils ont un grand champ devant eux, la forêt, etc. Sauf qu'ils vont vite se rendre compte, les parents d'un côté et les enfants de l'autre, qu'il se passe des choses bizarres dans cette maison, des phénomènes un petit peu paranormaux. Donc on a Tom et Olivia, les parents d'un côté, et puis les enfants. Alors il y a la petite Zoé qui est un bébé de 2 ans et demi, donc elle à la limite, elle est un peu à part, mais on a aussi Chad et Owen, donc Chad le fils de Olivia et Tom, et Owen son cousin, qui a été recueilli par la famille parce que ses parents ont eu un terrible accident de la route, enfin tragique. Mortel accident de la route, et donc du coup Chad et Owen ont 13 ans, ils se sont fait des copains de leur âge, et tous les quatre, Corey, Connor, Chad et Owen, vivent leurs aventures et construisent des cabanes dans la forêt, etc. Mais ils vont très vite être confrontés aussi à des phénomènes un petit peu paranormaux, un petit peu creepy, puisqu'il se passe aussi des choses dans toute la ville. Il y a beaucoup de morts inexpliquées, de disparitions, et la police locale est obligée de se confronter à ça alors qu'ils n'ont pas trop l'habitude. On est quand même sur une ville plutôt paisible habituellement, mais là, cet été-là, il se passe des choses. Et donc on va suivre, voilà, essayer de comprendre tout ce qui se passe à travers le regard des parents, à travers le regard des enfants, à travers le regard de la police aussi. Ce que j'ai à reprocher à ce livre, c'est que déjà je me suis attachée à aucun personnage, je les ai trouvés vraiment très insipides, très superficiels. On sent que Maxime Chatham n'est pas allé chercher l'inspiration très très loin, puisque en fait Tom est dramaturge dans la vie, il écrit des pièces de théâtre, Maxime Chatham est auteur, et Olivia, sa femme, est présentatrice télé, et la femme de Maxime Chatham, qui n'est autre que Faustine Bollaert, et je vous le donne en mille, présentatrice télé. De dit, il n'est pas allé chercher bien loin l'inspiration, le Maxou. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé les personnages, la ville aussi, qui est censée être un personnage à part entière dans ce genre de roman. Bon, pour moi, un roman d'horreur, ce que fait très bien Stephen King et qu'on peut lui reprocher parce que justement ça fait des longueurs, etc. Mais je trouve que décrire la ville, l'ambiance, l'atmosphère, c'est hyper important pour être dans une ambiance un petit peu angoissante. Et là, pour le coup, la ville, j'avais beaucoup de mal à me la figurer, à me la représenter, même s'il y a une carte au tout début du livre. Je vais vous la montrer. Voilà. J'avais quand même beaucoup de mal à me figurer la ville, l'ambiance, les personnages, tout me paraissait tellement superficiel et insipide. Ensuite, j'ai pas du tout aimé en fait les scènes qui sont censées faire peur. D'ailleurs, dans la 4e, on nous dit avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre? Et bien, c'est pas celui-là qui m'a fait vraiment flipper, à part peut-être les 2 premières scènes d'introduction un petit peu creepy qui m'ont mis un petit peu les poils, où je me suis dit ouh, ça va être sympa. Toutes les autres scènes qui sont censées faire peur, et ben elles tombaient à plat. Ça faisait comme un soufflet. Au début je me disais ça vient de moi, j'ai pas compris, puisqu'on passe d'une scène calme à une scène d'action qui est censée faire peur. Sauf que la transition entre le passage calme et la scène d'action, et ben était complètement foirée à chaque fois. Et au début je me disais mais c'est moi qui n'ai pas compris, alors je relisais le passage et tout, mais non. Le problème c'est que ça me faisait ça à chaque fois. Après c'est vrai que Maxime Chatham joue sur les clichés du genre de l'horreur, mais pour moi ça ne me dérange pas dans le sens où voilà, je suis quand même assez fan, enfin j'étais fan de films d'horreur, et c'est vrai que c'est toujours plus ou moins les mêmes clichés, les mêmes choses, c'est du déjà vu. Voilà, ça fait partie du genre, j'ai envie de dire. Donc moi ça me dérange pas qu'on joue avec les clichés, mais par contre j'ai besoin que les scènes qui fassent peur fassent vraiment peur. Et là pour le coup c'était foiré à chaque fois, parce qu'il y avait cette transition. Normalement tu es censé avoir une espèce de montée en puissance de l'angoisse. Avec par exemple dans les films d'horreur, tu vois le personnage avec la caméra derrière lui, une petite musique flippante où tu le vois qui s'avance et tout, et toi t'es là en mode n'y va pas, tu vas te faire trucider, et du coup jusqu'au moment où il se passe un truc, où il y a le fameux jump scare où tu sursautes. Et c'est ça en fait qui est cool dans un film d'horreur, et ce que j'attendais dans un roman comme ça, sauf que pas du tout. Voilà, à chaque fois c'était genre ah ouais ok.
la scène du chien, comment vous dire, que j'étais là, oh, à la fin, l'explication finale, alors je vais pas vous dire de quoi il s'agit, mais l'explication finale du pourquoi, du comment, j'ai trouvé ça mais tellement invraisemblable, c'était tiré par les cheveux. Et puis à la fin, il y a je sais pas, une surenchère de gore juste pour faire du gore et ça ne servait absolument pas l'histoire. C'était voilà, j'ai traîné les 700 pages péniblement sur des semaines et des semaines parce que ouais, je m'éclatais pas trop dans ce livre, hein. C'était pas fameux quand même. Après, on peut pas enlever à Maxime Chatham le fait de bien écrire, d'avoir quand même construit une histoire qui tient à peu près la route, mais pour moi c'était quand même assez raté, quoi. Et pour passer outre cette mésaventure avec Maxime Chatham, je suis allée vers une valeur sûre pour moi. Il s'agit de Agatha Christie avec Rendez-vous avec la mort, donc aux éditions du Masque. Souvenez-vous, dans ma vidéo bilan 2018 avec mes petites résolutions de 2019, je vous avais dit que je continuais mon challenge personnel de lire tous les Agatha Christie dans ma vie et que je m'étais fixé en fait de lire au moins un Agatha Christie par saison, donc ça fait 4 dans l'année, ça permet de continuer à avancer dans mon challenge sans pour autant saturer, parce que c'est vrai que c'est plus ou moins toujours les mêmes choses dans les Agatha Christie. Mais du coup, juste avant le printemps, je me suis dit que j'allais lire celui-là pour valider mon challenge de l'hiver, donc de Agatha Christie. Ici on va être avec une enquête d'Hercule Poirot. On va voyager, on va aller en Israël, puisqu'on va suivre la famille Boyton, qui est une famille un petit peu dysfonctionnelle. On a la marâtre, donc la mère de famille qui est obèse, malade, cardiaque et qui est hyper tyrannique, qui ne laisse aucune liberté à ses 4 enfants et à sa belle-fille. Voilà, ils sont tous sous le joug de cette marâtre, mais ils sont quand même tous les 6 partis en Israël en voyage. Il va y avoir d'autres personnages, notamment 2 docteurs, un ami de la famille des Boyton, une femme avec sa servante, enfin sa suivante plutôt. Et donc ils vont partir donc en expédition et par une belle après-midi ensoleillée, ils vont tous plus ou moins partir en balade, sauf la vieille femme qui va être restée assise devant sa tente, voilà. Elle va passer l'après-midi là. Sauf qu'à l'heure du souper, ou à l'heure où tout le monde se réunit dans la tente pour manger, et la vieille femme manque à l'appel et du coup un serviteur va aller la chercher et il va revenir complètement paniqué. Il se trouve qu'elle est morte, elle est raide morte devant sa tente, assise dans son fauteuil. Et voilà, tout le monde va penser ouais, une crise cardiaque, c'est bon, elle était vieille et tout, elle était obèse, elle était cardiaque, donc forcément ce voyage a dû la remuer, sauf que Hercule Poirot est par là et qu'il va mener sa propre enquête pour dénicher le coupable, parce qu'en fait il s'agit bien d'un meurtre et les personnes qui avaient un motif pour assassiner Madame Boyton étaient quand même assez nombreuses. Encore un tour de force de Hercule Poirot qui démasque le coupable en un rien de temps, hein. Il est trop fort notre ami Hercule. J'ai passé un bon moment de lecture comme à chaque fois avec Agatha Christie, c'est une plume un peu old school britannique, un peu rétro que j'aime beaucoup. Après je pense que ça ne restera pas gravé à jamais dans ma mémoire, mais voilà. En tout cas je suis contente, j'ai validé mon challenge de l'hiver, donc le prochain sera au printemps. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo bilan lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, notamment si vous êtes d'accord avec moi pour Maxime Chatham ou pas du tout, hein. Ça serait pas mal qu'on échange à ce sujet parce que moi, voilà. Ou même si vous avez lu le dernier Mathias Malzieu, est-ce que vous adorez le style de l'auteur ou pas du tout? N'hésitez pas à me dire tout ça. Et si vous avez fait aussi de belles lectures, de belles découvertes, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, c'est toujours bien d'échanger. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite évidemment de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!